Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de A à Gênes où on commence à aborder encore une fois un gros recueil, ce qui est assez rare, de scénarios, puisqu'il s'agit de Succubus Club, qui est en fait une compilation de différents scénars ou amorces de scénars qui ont été conçus par toute l'équipe originelle du Succubus Club, donc qui est le club de jeu de White Wolf, avec évidemment des petites touches, des petits changements. Mais essentiellement, c'est une sorte de pot pourri slash best-of des idées qu'ils pouvaient avoir. Alors évidemment, on va avoir tous les problèmes récurrents des scénarios White Wolf, à savoir que essentiellement, il va s'agir plutôt d'amorce de scénario avec quelques scènes, et puis après on vous laisse dans le jus et vous débrouillez avec ça. Donc c'est un peu dommage, mais après il y a des idées, c'est plutôt original par rapport à pas mal de choses qui vont faire par la suite. Évidemment, c'est toujours centré sur Chicago, puisqu'on joue au Succubus Club, qui est l'un des Elysium, pour aller très vite de la ville, qui est plus ou moins officieux. Et évidemment, on va croiser pas mal de PNJ qui sont assez importants dans les villes de Chicago. Ça va être, comme je disais la dernière fois, dans Chicago by Night, une des dernières incursions qui va exister pour rester dans la ville centrale de Chicago, qui est la ville de base, on va dire. Vont marquer souvent chacun des jeux White Wolf vont avoir une sorte, donc ils vont avoir ce qu'on appelle des enfin ils vont avoir des personnages archétypaux qui vont représenter chacun de leurs splats. Donc en gros, c'est des personnages PNJ que vous avez rencontrés dans le setting, le métaplot, que ce soit pour Vampire, Garou, même Orpheus, n'importe quel jeu. Souvent, vous aurez des personnages qui vont être des personnages récurrents, qu'on va croiser, qui vont devenir les archétypes des clans ou des splatbooks. Donc quand je dis splatbooks, c'est les tribus, en gros, c'est des classes de perso de White Wolf. Et souvent, c'est les personnages signatures. Et il y a la ville signature. Donc pour White Wolf, pour Vampire la Mascarade, c'est Chicago. Pour Loup-Garou, c'est pas vraiment une ville, c'est plutôt les Appalaches. Ainsi de suite. Mage, c'est Vegas, c'est pas vraiment suggéré. Enfin voilà, ils avaient un peu cette idée à un moment de faire ce plan-là. Donc sans plus tarder, on va se lancer là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, petite illustration de Bill Bridge, ou John Bridge, je sais plus, l'un des deux frères Bridge, donc le concepteur qui représente l'Odin, avec Succubus, de la vie dévorée. Ça n'augure rien de bon. Alors, au niveau des crédits, on remarque quelques nouvelles têtes. Donc évidemment, on a toujours Greenberg, Graham Davis, qui fait le mercenaire Bill Bridge, donc le frère de John, celui qui fait les illustrations. Et on va avoir plus curieux Lisa Stevens, donc qui passe, qui, on rappelle, qui est devenue une des pontes et Wizards of the Coast, qui faisait partie de l'équipe originelle du magazine White Wolf et de Vampire la Mascarade. Nigel Findlay, c'est pas forcément un nom qui vous dit grand chose, pourtant il a fait énormément de bien, notamment à la fin des années 80, fin des années 80, début 90. C'est quelqu'un qui va notamment beaucoup, c'est un Canadien, il va travailler énormément sur Shadowrun, notamment la seconde édition. Il va écrire Aslan, il va écrire énormément de suppléments. Il va aussi bosser beaucoup sur Greyhawk, Spelljammer et les Royaumes oubliés. Il va notamment concevoir le Draconomicon. Plein de choses en fait qui vont le rendre assez indispensable. Et là, et aussi pas mal de romans Shadowrun. Et c'est l'une des rares incursions qu'il va faire chez White Wolf, puisque malheureusement il va décéder très très jeune. Il va avoir une crise cardiaque à 35 ans, donc plus jeune que moi, à la mi des années 90, et et un peu pour pousser ça, notamment Lisa Stevens, évidemment Steve Jackson, parce que c'est lui aussi qui va écrire GURPS Illuminati, donc le fameux le supplément GURPS qui est basé sur le jeu de société qui a fait les belles heures de Steve Jackson, vont pousser pour qu'il y ait un prix aux Origin Awards, donc qui existe toujours d'ailleurs, je crois. C'est un prix qui est remis aux jeux de société et donc aux jeux de rôle par extension. Et il y avait un prix Nigel Findlay qui a été décerné pendant quasiment 8 ans avant un peu de disparaître, ce qui est un peu dommage, pour récompenser les pionniers et les nouveaux, les jeux les plus originaux, je crois, de l'année. Sinon, donc, vous connaissez à peu près. J'ai cherché des informations sur Steve Crow. J'ai pas trouvé grand chose. Je subodore que c'est un pseudonyme. Et on retrouve notamment des noms qui sont moins connus, mais qui sont très importants pour White Wolf. Je pense à Sam Chop. Sam Chop, c'est quelqu'un qui va essentiellement au début aider au design, donc graphique, la conception et la production des livres physiques. Il va en fait se révéler assez tardivement chez White Wolf. Il va filer un coup de main sur Garou, mais c'est surtout le monsieur qui va concevoir et faire le design de deux livres de base, qu'on appelle en fait la petite trinité. En gros, il va bosser sur les deux derniers bouquins, les Underdogs. Il va bosser sur Changelin et Wraith.
Donc il va faire le bouquin de base de Wraith, The Oblivion et Changing the Dreaming, donc Changelin le songe. C'est un gars qui va pas mal rouler sa bosse. Maintenant, il a été assez malin, en fait, il a eu beaucoup de nez parce que c'est un type. Alors, c'est assez rigolo, si jamais je vous conseille, si vous avez le bouquin Pentex, donc le Pentex, c'est l'espèce de livre, la Pentex, donc c'est une parodie sur la Pentax, donc c'est une grosse société qui existe, qui est l'un des méchants principaux de White Wolf, qui est une société humaine avec, bon, potentiellement des créatures du verre de corruption, mais ce qui est marrant, c'est que c'est que des trucs débiles, c'est des parodies de choses qui existent, c'est comme la World Company dans la guide de l'info, c'est une sorte de méga corporation qui a ses mains, a ses tentacules dans toutes les choses qui existent, du climat aux jeux de société, et le livre est à se pisser dessus parce que ils ont créé un bouquin, le guide de la Pentex, qui est un guide pour les nouveaux employés de la Pentex, et c'est à se pisser dessus parce que c'est une parodie de tous les clichés qui pouvaient exister sur les grosses corporations des années 90, donc pré-Enron, évidemment crise économique de 2008, hein, avec cette espèce d'idée des années 90, avec évidemment le délire Captain Planet, donc c'est très très marrant de lire ça se pisser dessus. Et si vous regardez bien, vous verrez que la majorité des dessins qui sont faits des membres du conseil d'administration de la Pentex sont en fait des designers de chez White Wolf. Et l'un de ces designers-là, justement, c'est Sam Chup. Donc c'est pour vous montrer un petit peu l'héritage qu'il a impacté dans la société de White Wolf. Et plus récemment, il a eu une idée assez intelligente. Donc faut imaginer, hein, là je parle 2006 jusqu'à 2015 par là, il a travaillé pour un site qui s'appelle The Escapist. Vous ne connaissez pas forcément, c'était à la base un site essentiellement de jeux vidéo, qui était connu principalement pour les chroniqueurs qu'il avait chez lui, notamment un chroniqueur qui s'appelle Yadzi. Donc Yadzi, c'est... comment vous expliquer ? Yadzi, c'est un type qui a commencé comme concepteur de jeux vidéo indépendants. Il a fait une série qui s'appelle le Chozo Mythos, donc le mythe de Chozo, qui était une sorte de pastiche de Cthulhu avec un personnage principal qui s'appelait Tribly, donc qui avait un fedora. C'est des petits jeux pixel art façon aventure à la Sierra, King Quest, Space Quest, qui étaient extrêmement bien foutus, extrêmement intelligents. Et ce gars-là, en fait, avait un site qui s'appelait fullyramblotic.com, où il parodiait un peu tout ça. Je vous parle début des années 2000. Il s'est fait recruter. En fait, il a commencé à faire des vidéos comme Langry Video Game Nerd. C'est quelqu'un qui a commencé à faire des vidéos parodiques sur le jeu vidéo. Il a notamment l'un des premiers trucs qu'il a fait, c'est The Darkness en 2007, où il se fout de la gueule du jeu en parlant très très vite, parce qu'il est britannique en fait. Et après, il est parti vivre en Australie. Et ces vidéos ont tellement bien marché que, comme Langry Video Game Nerds, The Escapist lui a proposé un contrat, et c'est lui qui a soutenu le site pendant des années. Et The Escapist s'est aperçu que c'est pas le jeu vidéo, c'est pas tellement leur critique de jeu vidéo qui faisait de l'argent, c'était surtout les contributeurs qu'ils avaient. Donc ils ont commencé à mettre en place un système de partenariat, comme le font maintenant les réseaux de podcasts, où ils hébergeaient sur leur site différentes chroniques exclusives de ces types-là. Donc il y avait Yadzi, et Sam Chup notamment avait 2-3 podcasts où il essayait d'initier des gens au jeu de rôle. Alors évidemment maintenant ça paraît un peu facile, mais il a eu du nez parce que pas très longtemps après il y avait les Octal Play, donc de la bande de Matthew Mercer et compagnie. Et c'était pas bête, quoi. Il en a fait 2-3 là-bas, donc évidemment The Escapist est mort de sa belle mort, comme 99% des magazines de jeux vidéo en ligne. Mais c'est pour montrer un peu le nez du type. Sinon, donc j'ai cherché un petit peu sur le mec qui a fait la couverture qui est un peu rétro, on va dire. J'ai trouvé aucune information. Alors je sais pas si c'est lui, il y a un autre Clark Mitchell avec 2 ailes qui se balade, qui a fait des illustrations pour des jeux de société Star Wars notamment. Et Eric Hodds, donc le cartographe, est un type en fait qui est devenu très rapidement indépendant, début des années 90, en 2092 je crois, et qui s'illustre énormément il a tourné chez Wizard, sur l'appel de Cthulhu, sur plein, c'était vraiment le meilleur exemple que je puisse donner, c'est un type comme Dave Stewart dans les comics américains, qui est un coloriste qui œuvre depuis 20 ans en indépendant et qui fait quasiment toutes les couleurs de chez Dark Horse, de chez DC et compagnie, donc c'est un peu un mec de l'ombre. Et ce qui est plus rigolo, c'est qu'en fait, il aime bien illustrer, mais il aime pas du tout les trucs de vampires et les trucs de monstres. Son délire, c'est vraiment les fresques médiévales. Donc il a fait notamment la carte de l'Europe mythique pour Ars Magica, qui est tout en couleur, qui était assez belle, hein, qu'on peut voir sur son site. Et c'est lui qui fait tous les espèces de simili, bas-reliefs, illustrations médiévales, stylé médiéval qu'on va avoir dans les vieux bouquins, dans les Dark Ages de vampires qui arriveront plus tard, donc un peu comme les pastiches d'enluminure qu'on avait dans les livres de moines, et ça l'amuse beaucoup, et vous verrez sur son site, c'est très marrant. On a une petite dédicace à Frank Zappa.
Comme d'habitude, Mark Reinagen aime beaucoup ses dédicaces. Et sans plus tarder, on se lance avec toujours la double page sur fond noir, grande illustration de Tim Brooke, bien goth, bien dark, avec le petit poème à la cool. Ça, c'est pas très beau. Donc, Succubus Club se divise en deux parties. Il y a la première partie qui va essentiellement vous décrire le lieu, donc quand sa construction. Pour aller très vite, n'oubliez pas, nous sommes à Chicago. Donc, qui dit Chicago dit conflit entre deux Méthusalem, Ménélé et Hélène, donc Hélène de Troie. Et quand Hélène de Troie était en torpeur, elle s'est démerdée pour contrôler Prias, qui était sa goule. Et Prias s'est débrouillé pour qu'en fait le Succubus Club soit construit sur la tombe où était en torpeur Helena, pour que quand elle se réveille, elle soit protégée. Donc ça dit piège, donc protection, et sous ce club qui est contrôlé par un ventru, il y a une sorte de labyrinthe, il y a des effets, il y a évidemment, vous pouvez monter aux étages, donc il y a plein de choses. Donc description assez classique avec les quartiers VIP, qu'est-ce qui se passe, qui va là-bas, où vont les vampires quand ils y vont, et les fameuses blood dolls, donc les poupées de sang qui sont, pour le commun des mortels, une sorte de sous-culture goth qui échange le sang, qui boit moitié du sang, donc le sida n'a pas un problème. Et à côté de ça, en fait, les blood dolls, officieusement, sont un usage pour les vampires pour se nourrir, tout en étant couverts par la mascarade. Grande habitude du début de chez White Wolf, on a pas mal de petites rencontres, donc vous lancez un dé 100, et à chaque fois, un dé 10, et on vous donne quelques éléments. L'abri d'Helena, qui est une sorte de Batcave super renforcé, notamment, j'aime beaucoup, il y a un scorpion ghoul, donc un petit scorpion, mais qui a bu du sang de... Alors ça, c'est toujours un délire, hein. Les ghouls animales, c'est un grand délire de chez White Wolf, il y aura ça se finira avec des abeilles ninja, enfin bref. Et donc, il y a un petit scorpion, mais qui a été nourri avec du sang de vampires 4ème génération depuis pas mal de temps. Donc, il est sûrement plus balèze que tous les vampires de votre coterie réunis. Donc, on vous dit quels sont les humains qui vont venir, ce que font les vampires, les différents types de personnes. Donc, les punks, les gangsters, c'est très cliché, c'est d'une certaine époque. Qui dans les clans vont venir dans le Succubus Club, évidemment, ça va pas être les Nosferatu. Et celui qui possède le bar, qui est Prias Portia, donc qui est la nouvelle identité d'Hélène. J'en passe et des meilleurs. Enfin, on arrive sur, une fois ça, les 5 petits scénars. Donc celui-là est très très rigolo. Alors, vous attendez pas à un scénar génialissime, on a une super illustration de John Tossio que je trouve absolument géniale. C'est écrit par Graham Davis, donc l'histoire est bête comme chou. Vous avez Annabelle Triabel, qui s'appelle La Fête d'Annabelle. Annabelle Triabel est la toréador par excellence, qui va arriver pour faire une représentation... elle est primogène, je rappelle, pour faire une présentation d'un truc artistique au Succubus Club, et ça va très très mal se passer. Donc il y a des petits jeunes qui vont arriver, qui pour s'illustrer devant Annabelle, vont commencer à faire une sorte de simi-scène érotique, où ils vont commencer à boire du sang l'un de l'autre, ça va être très très mal perçu. Puis, on va s'apercevoir, et le must, évidemment, c'est donc il y a une tension, parce que c'est un truc aussi qui est assez classique. Les toréadors ont tendance à se faire passer pour des humains. Donc, en fait, ils se marient avec des humains, ils ont des familles humaines, en partie, pour rester, en fait, proches de leur humanité. Et donc, quand elle arrive, elle a 2 membres de sa famille qui peuvent pas se blairer. Donc, ça augmente la tension, ça augmente la tension, ça augmente la tension. Et arrive le final qui est absolument génial, où elle commence à jouer au piano. Et elle fait « Oh, c'est super, j'ai une partition de piano qu'on m'a dédiée, c'est un illustre... » Donc il dit « Ouais, c'est très gentil, mais c'est pas du grand art, mais on sent toute la passion que ce fan peut avoir envers moi. » Et là, je sais plus, il y a sa goule, je crois, où il y a son enfant qui arrive jusqu'au piano, et qui retourne la partition, et on vous dit c'est une partition de Chopin ou de Mozart. Et donc là... Évidemment, elle pète un plomb, elle passe en frénésie, et c'est à vous et tous les autres, c'est à vos personnages et à tous les autres anciens qui sont présents d'essayer de l'arrêter, parce que les toréadors ne se mettent pas souvent en colère, mais quand ils passent en frénésie, ça vaut le détour. Donc vous les devinez, il y a anguille sous roche, vous apercevez donc comment c'est à vous d'enquêter pour comprendre qui a essayé d'humilier et a réussi à humilier Annabelle. Donc notamment, puisqu'on est au tout début des années 90, il faut enquêter sur qui a imprimé la partition musicale, qui se révèle en fait avoir été faite par un ordinateur assez récent. Alors, là, on parle de Macintosh 2 ou je sais plus quoi. Et la piste vous fait remonter au gourou du rail. Donc en gros, il y a un ventru à moitié débile. Il a zéro d'humanité, il est complètement fou, qui est obsédé par les trains et qui aurait en fait mis en place
ce schéma parce qu'il s'était fait insulter par Annabelle Triabel, qui, très honnêtement, les trains, elle ne trouve pas très artistique. Sauf que, évidemment, quand vous arrivez donc, chez le gars, il y a des pièges, parce que c'est un roi de... C'est un roi de l'industrie, donc il y a des pièges mécaniques partout, donc ça devient n'importe quoi, on est quasiment dans un donjon. Vous apercevez que, eh ben non, évidemment, c'est pas lui qui a fait ça, il est manipulé. Et il est manipulé par qui? Je vous le donne mon nom, il est manipulé par ce gros porc. Ça y est, j'ai un trou, c'est triste de vieillir. En gros, il est manipulé par Ballard, qui est le chef ventru de tout ce qui est argent, finance, dans la ville. Donc c'est à vous de remonter potentiellement la suite pour arriver jusqu'à Ballard, et en fait c'est là où le scénario s'arrête, ce qui est un peu naze, on va dire. En gros, on vous dit, bon bah, potentiellement, vous pouvez aller chercher Ballard, mais il se laissera pas faire, il va renier. Il y a un truc qui est plus original par contre, c'est que chacune des scènes vous propose de vous dire à chaque fois qui va intervenir, qui peut faire quoi. Donc les différentes enquêtes ou négociations. Donc par exemple, vous voulez négocier avec les anarches pour qu'ils vous filent un coup de main. Les Trémères vont mettre leur nez là-dedans pour essayer de faire chanter Ballard ou Drummond. Les deux Mathusalem, donc Elena et Ménélé, peuvent aussi intervenir pour comprendre ce qui se passe parce qu'ils sont intéressés par ça. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir jusqu'où vous voulez pousser la chose. Mais c'est pas transcendant, je vous dis vraiment on a l'impression qu'ils ont commencé à bosser sur le truc et à la fin ils disent bon en fait on s'arrête là, et j'espère que ça vous suffira. À vous de continuer, c'est une sorte de cadavre exquis. Je vous donne le début et après c'est à vous de finir. Je reviens, je vais allumer la lumière parce qu'on n'y voit plus rien. Plus rigolo, plus comique et assez original. On va avoir donc écrit par Bill Bridge, genre de pion plutôt, qui est un scénario assez rigolo qui implique Critias. Donc Critias c'est le très très vieux Bruja, enfant de Ménélé dans la ville, le primogène Bruja, et un Malkavien complètement fou qui s'appelle Dimitri. Et l'idée c'est que Critias, ce Dimitri, est obsédé par les échecs. Ce qui s'est passé, c'est que ce Malkavien était russe. Un jour, il s'est baladé, il a été jusqu'en Inde, et il est tombé dans une sorte de pyramide sur un... Alors, c'est pas dit, mais c'est sous-entendu que c'est un Ravnos, parce qu'il s'appelle Rama et que c'était en Inde, qui a réussi, en fait, à atteindre l'équivalent de Golconde. À ce moment-là, les Ravnos n'ont pas encore leur propre voie du paradoxe, on y reviendra plus tard. Et ils ont joué aux échecs, le type Dimitri est devenu complètement fou, il est ressorti, il était en rage, il est revenu, il l'a bouffé. L'autre s'est laissé faire parce qu'en se disant je suis dans le Golconde, peut-être que je vais réussir à passer Golconde quelque part à cette personne-là. Sauf que très vite Dimitri s'est désintéressé, n'a pas compris en fait le principe de Golconde, il est devenu encore plus fou qu'il était. Et il s'est dit en fait, le but maintenant, c'est les échecs. Et donc, il a poursuivi durant toute sa vie, toute sa non-vie, parce que c'est quand même un très très gros bill. En bouffant Rama, il est passé 4e, 5e génération. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il se réveille, il joue aux échecs avec quelqu'un, ça le met très en colère, et il essaye de s'adonner à détruire la vie de la personne. Donc, par exemple, il va se réveiller quand Napoléon va essayer d'envahir la Russie. Napoléon va le vaincre aux échecs, il va revenir très très en colère et il va faire en sorte que la campagne de Napoléon en Russie s'effondre, et ainsi de suite. Et il arrive finalement donc contre Critias qui semble être un adversaire digne de lui, sauf qu'il s'ennuie et il se dit les échecs c'est bien gentil, mais moi ce que je veux maintenant c'est faire des échecs avec des vrais gens. Et donc c'est là où c'est bien rigolo. Dimitri part du principe que vos joueurs sont les pions de Critias et lui a ses propres pions, et donc il va essayer de vous manipuler. En gros, il va vous kidnapper, donc c'est la grosse baston, il se prend la tête. Il va vous manipuler pour vous dire « Ah, mais en fait, Critias a monté un jeu de pions humains, il faut impérativement que vous rebelliez. » Et donc, toutes les scènes que vous allez subir vont être des confrontations avec les différents pions de Dimitri qui sont plus ou moins balèzes. Ça dépend les uns les autres, donc il y a des vampires, mais il y a aussi des humains. Il y a beaucoup de vampires qui ont été complètement dominés et qui sont transformés littéralement en pions humains. Et donc c'est à vous de vous sortir de cette galère, tandis que Critias, lui, essaie de trouver un moyen pour désamorcer le problème, pour pas que vous y passiez, simplement, et que lui, en fait, ne perde pas la face, tout en essayant de contrer Dimitri, qui est, on rappelle, extrêmement puissant, donc le but n'est pas de le détruire.
Donc vous avez toute une série de personnages qui vont avoir des noms près, donc ça va être les chevaliers, ça va être les pions. C'est à vous vraiment d'essayer de voir comment vous pouvez sortir de cette galère. Il y a quand même beaucoup de bastons, hein, ça c'est un peu un des gros problèmes, jusqu'à arriver sur un gros délire, qui est que en fait Dimitri a étreint il y a très très longtemps un sorcier. Donc c'est là où on commence à arriver sur ce que j'appelle les thaumaturgies, ça marche pour moi. Donc en gros il y a des branches, la thaumaturgie on le rappelle c'est la magie vampirique, qui normalement est la traînée trémère. Quand vous commencez le jeu, dans la V1 il y avait 5-6 branches, grosso modo il y avait la voix des flammes, la télékinésie, les trucs un peu classiques. Et à chaque fois qu'ils vont introduire un personnage un peu magique, on va dire, ils vont lui donner un pouvoir spécifique à lui, sa branche. Et là, on commence à introduire donc un nouveau chemin de la thaumaturgie qui est les esprits. Donc les esprits étant liés essentiellement aux esprits de la Terre, quelque chose qui sera repris plus tard chez les Tsimiscé avec la magie Koldoun, ce qui est évidemment ce qu'ils voulaient faire là, mais en fait, ils ne savaient pas trop le... Encore une fois, hein, tout est à faire hein, sur le scénario, mais en tout cas, ce Kilikilarven est l'un des... C'est le bishop, donc c'est le bishop de Dimitri, et c'est super, donc il va essayer de vous manipuler pour vous détruire, c'est génial, tout le monde veut votre peau, et ça va se finir où en gros vous arrivez à l'objectif principal pour prendre la reine de Dimitri, qui est en fait une hag. Alors c'est là où on arrive sur le concept complètement walou. Clairement la hag n'est pas une vampire, ça semble être plutôt... on vous dit qu'elle est morte et qu'elle est revenue sous forme de hag, donc elle était sorcière durant sa vie. La supposition, c'est que soit évidemment c'est un esprit incarné, soit simplement c'est une sorte de fée, puisque les hags sont les guenaudes, et on vous dit qu'il a trouvé au fin fond de l'Écosse. Il y aura encore une fois un exemple de guenaude, cette fois vampirique, dans le World of Darkness, le complément sur le monde des ténèbres qui sortira 1 an plus tard. Elle est très balèze et complètement folle, et il faut la défoncer. Donc on est vraiment pas terrible au niveau structure scénaristique, après un concept qui était très sympa et hyper original. Et donc, votre but, c'est évidemment de faire en sorte que... que Dimitri soit vaincu et qu'il ne gagne pas pour que Critias vous sauve les miches. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est qu'évidemment Ménélé derrière, et que Ménélé veut que justement Dimitri triomphe, il veut impérativement que Critias triomphe pour qu'il soit prêt le jour où il y aura une baston contre les pions de Ménélé, de Hélène. Donc, différence fondamentale. Alors là, c'est plus conceptuel. Encore une fois, le scénario tient sur un bout de ficelle. On arrive vraiment sur... c'est rigolo, c'est que le livre est assez important. Il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de « et si les joueurs font ça »,« et si les PNJ sont là ». Mais ce scénario, je peux vous le décrire en 3 phrases. Des fondamentalistes viennent devant le Succubus Club. Parmi eux, il y a un prêtre qui a la vraie foi. Et le chef du Succubus Club vous demande de le tuer. Voilà, c'est juste ça. Donc l'idée, évidemment, c'est qu'on a beaucoup parlé des vampires dans l'enjeu de pouvoir et compagnie, mais il y a un nouvel élément qu'on va rajouter un peu à tout ça, qui va être en fait ce que voulait Mark Renegan, donc le jeu d'horreur personnel, avec des gens qui incarnent ce qu'il y a de meilleur dans le monde, ce qui est très très rare dans le monde des ténèbres, à savoir des prêtres, ou d'autres personnes qui ont la vraie foi. Donc la vraie foi, c'est un système complètement pété, qui va devenir un truc un peu récurrent. On vous dit que normalement c'est très très rare, qu'il y a quasiment personne dans le monde, parmi les humains, et encore moins parmi les vampires, mais ça on y reviendra, qui la possède. C'est une énergie magique que quelqu'un possède par sa foi, mais qui transcende vraiment... C'est pas juste de la foi, en gros, c'est qu'il y a vraiment une espèce d'énergie divine, impulsion, appelez ça comme vous voulez. Les magiciens, la mage d'ascension, vous diront simplement que c'est des gens qui sont nés avec une sorte d'étincelle de prime supplémentaire. Mais l'idée est la même, c'est que les gens qui possèdent la vraie foi peuvent repousser les vampires. Instinctivement, les vampires qui ont une humanité assez basse ne peuvent pas les approcher, sont terrifiés, et ça les protège en plus des magiciens, des vampires, des magiciens, des vampires, des loups-garous, donc des fées. Il n'y a pas vraiment de... Ça dépasse simplement le fameux crucifix qui repousse les vampires. Il y a l'idée que ces gens sont divins, et parce qu'ils sont divins, on ne peut pas... le surnaturel ne peut... C'est très très compliqué pour le surnaturel de les confronter. Donc il vaut mieux rester le plus loin possible, sauf que évidemment vous êtes des vampires, donc vous avez une étincelle d'humanité, et que votre humanité est confrontée à cette personne qui est une sorte de parangon de tout ce qui est bon et tout ce qui est vertueux.
Donc, comme toujours, cette fois, c'est des gens de Gary qui vont manipuler. C'est Modius, donc le prince de Gary, qui en a marre que tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il n'a plus aucun pouvoir. Je rappelle que Gary est une ville dans la banlieue de Chicago qui a complètement périclité, parce qu'elle avait une industrie d'acier qui a disparu, comme tant d'autres choses, dans les années 70-80, grâce à Ronald Reagan notamment. Et du coup, Moebius, pour se venger, va envoyer des évangélistes, donc des fondamentalistes. Ils appellent ça, c'est marrant parce qu'à l'époque, on appelait ça des fondamentalistes, alors que maintenant, quand vous voyez la tronche des États-Unis avec le projet 2025, la fondation Héritage, ça fait glacer le sang. Mais on voit vraiment où, disons, les mecs de Whitehall se situent. Souvent des enfants de hippies ou des gens qui ont vraiment été poussés dans la contre-culture par beaucoup d'aspects, même s'il y a quelques personnes qui auront des changements d'état d'âme, comme Mark Reinagen. Et donc ces fondamentalistes, donc ces évangélistes chrétiens arrivent et commencent à faire une grande manifestation devant le Succubus Club en disant « mais les Blood Dolls, donc les poupées de sang, c'est satanique et compagnie ». Donc très vite, le chef du Succubus Club, qui est le Ventru, arrive, commence à calmer tout le monde, disant « calmez-vous, il n'y a pas de... » On marquera encore des illustrations de John Cobb, dont je suis très très fan, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et le chef, en fait, le patron du Succubus Club se fait repousser à cause se fait repousser par la vraie foi du prêtre qui était là en fait, mais qui lui n'est pas du tout hostile, qui venait juste un peu voir ce qui se passait. Et il le prend très très mal. Comme tous les ventrus, il a l'impression d'être humilié et il va voir vos joueurs, il dit bon écoutez les gars, c'est simple, je veux que vous tuiez le prêtre. Sauf que assassiner un prêtre, ça pose quelques problèmes. Déjà il y a toutes les entraves à la mascarade, il faut le faire subtilement. Et il faut le faire en plus, il faut faire des jets d'humanité parce que vous tuez quelqu'un qui est quand même plutôt positif. Et il y a donc c'est vraiment le gros du scénario se limite à ça. C'est soit vous tuez le prêtre et après vous cachez le corps, mais ça veut dire jet d'humanité, ça veut dire sombre petit secret, potentiellement quelqu'un vous voit et donc après il vous fera chanter, donc c'est toujours une mauvaise idée. Soit vous laissez le prêtre en vie et à ce moment-là le gérant du Succubus Club va vraiment faire la gueule et va essayer de vous pourrir. Donc il n'y a pas de... Évidemment, le meilleur choix, c'est de laisser le prêtre en vie, parce que ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que le prêtre, plus les joueurs passent de temps avec le prêtre, plus ils se sentent bien, et en fait, moins la vraie foi, les antagonistes, même si même si le prêtre est confronté à la présence de vampires, il va dire, c'est pas grave, il y a toujours une salle d'humanité, il peut vous faire regagner de l'humanité, et potentiellement vous aider sur le chemin de Golconde. Donc évidemment, c'est plus intéressant de laisser en vie d'un point de vue purement... D'un point de vue purement spirituel, c'est plus intéressant de laisser en vie, et d'un point de vue purement pragmatique, c'est peut-être plus intéressant de se bouffer l'inimitié du gérant du Succubus Club que d'avoir en fait un prêtre mort sur les mains, parce que Dieu sait que les cadavres, il n'y a pas de... Chez les vampires, il n'y a pas de crime parfait, puisqu'en général, avec les disciplines et les grandes oreilles des Nosferatu notamment, tout se sait. Donc c'est vraiment à chaque fois des petites histoires, hein, comme vous voyez, la douce étincelle de la mort, donc, la douce piqûre de la mort. Très belle illustration, encore une fois, qui résume le scénario, qui est peut-être le scénario le plus futé de tout ce qui est fait, donc écrit par Lisa Stevens, qui est quelqu'un d'assez rare en tant que scénariste. C'est tout bête. En fait, dans le Succubus Club, il y a un humain qui est tué. Et il est trouvé par d'autres humains, donc la police est appelée, ce qui fait que les vampires sont un peu coincés, parce qu'il y a un inspecteur humain qui va être amené, donc très belle illustration de Tim Brooke, encore une fois. Donc il y a Steven Sommers qui est l'investigateur humain qui est décrit dans le bouquin de base, qui va venir pour un peu comprendre ce qui se passe. Le type a été réduit en lambeaux, la gorge à moitié arrachée, donc potentiellement c'est un lupin ou c'est un vampire, disons, avec des griffes de monstres, donc avec du protéisme, qui a fait le coup. Et vos joueurs doivent impérativement essayer de trouver ce qui se passe derrière, tout en essayant d'éviter de tomber dans l'escarcelle, en laissant la police humaine faire son travail, tout en faisant leur enquête parallèle, et évidemment sans briser la mascarade. Sauf que, en fait, le fin mot de l'histoire, c'est que le type qui a été assassiné, et le fils, alors c'est là où on arrive sur un peu les délires rock'n'roll, qui seront repris d'ailleurs un peu plus tard par l'ami Guillermo del Toro. En fait, c'est le fils d'un survivant des camps de concentration en Allemagne, donc un biochimiste juif, qui a survécu au camp et qui, dans les camps, s'est aperçu qu'il y avait des vampires, les pires du pire du pire, et a décidé de consacrer sa vie à les détruire. Mais plutôt que de faire comme le petit vieux dans The Strain, il a décidé de ne pas prendre une épée, mais de créer en fait un virus pour tous les vampires. Ce virus s'implique sur la base en fait de détruire les vampires purement et simplement et de se propager comme une maladie.
n'affectant pas les humains, puisque tout son travail réside sur le fait que les humains possèdent des globules blancs et des moyens en fait de purifier, de rendre en fait son virus complètement inoffensif. Mais c'est pas le cas des morts. Sauf que là où ça part en sucette, c'est que évidemment son virus ne va pas être bon, et son virus, tout ce que va faire son virus, c'est de rendre la bête encore plus puissante chez les vampires. Et ce qui n'est pas de bol, c'est que quand vous commencez à jouer, l'infection se propage. Ce qui veut dire que pour l'instant, vous avez potentiellement une personne qui va être infectée, donc la personne que vous recherchez, qui est un pauvre vampire gangrel qui n'a rien demandé à personne et qui se transforme peu à peu qui est réduit quasiment à l'état de wit, donc de vampire à zéro d'humanité, et vos joueurs sont infectés. Donc ça veut dire que vous avez une course contre la montre parce que, 1, il faut trouver le criminel, le neutraliser, et 2, il faut vous sauver, puisque le virus se propage. En fait, Saul l'a transmis à travers notamment des sans-abri de la ville, et le virus commence à se propager. Donc évidemment, il est pas con non plus, c'est pas ce qu'il veut, donc il va essayer de contacter les joueurs, ayant perdu son fils, pour dire, écoutez, il faut qu'on arrête ce massacre, je vous propose de collaborer ensemble pour stopper cet assassin et mettre un terme au virus que j'ai créé. Alors évidemment, il dit pas tout ça, mais l'idée c'est que vous avez une sorte d'alliance impie avec un chasseur de vampires pour retrouver comment stopper cette maladie. Donc c'est marrant, il y a toute une course-poursuite sur les toits pour poursuivre le meurtrier qui est réduit à l'état bestial. On remarquera, j'étais assez impressionné, j'ai l'impression que Tim Brooke, en fait, il est très 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 inspiré, ça se voit, bon, il y a un côté design manga, mais je l'avais jamais vu, Wicked City, qui est un des très très vieux, des OAV classiques des années 80, comme plus tard Ninja Scroll aux années 90, c'est vraiment ça, c'est des personnages tout pâles, avec les cheveux longs, blanc sur noir, un peu à la Duran Duran. Et je peux pas m'empêcher de penser qu'il était inspiré par ça, notamment, ça devient évident pour moi avec les Salubri, qui ont 3 yeux, parce qu'il y avait un manga très connu qui s'appelait 3x3 Eyes, mais je pense que c'était une des inspirations pour ça. Donc vous finissez par retrouver Arthur Gonzalez, qui est le pauvre gars infecté, et après votre jeu c'est d'essayer de survivre en essayant que la bête ne vous dévore pas, tout en trouvant quelqu'un pour filer un coup de main. Ça se finit à l'université, où vous tombez sur un gentil médecin qui va vous concocter tout ça, et après l'idée c'est de nettoyer derrière vous, donc éviter de faire en sorte que l'enquête patine ou s'arrête, vous trouvez quelqu'un qui fera office de Ponzi, et faire en sorte que la maladie s'arrête et que tous les vampires qui sont infectés soient soignés. Plutôt intéressant, plutôt intelligent. On a tout un pan sur la maladie en question, la monocluosis. C'est la première fois qu'il y a l'idée d'une maladie qui va être transmise de vampire à vampire, ce ne sera pas la dernière. C'est quelque chose qu'on va revoir plus tard, notamment en V2 et en V3, sous différents aspects. Souvent on dit que justement la maladie n'est pas, que les vampires ne colportent pas de maladie. C'est-à-dire que non, les vampires ne peuvent pas être infectés par les maladies, donc il y a tout un pan dans les règles de base, mais que très facilement ils peuvent être soignés. Le gros problème, c'est qu'évidemment ils peuvent être vecteurs de maladies. Et ça c'est un problème, et surtout ça se verra dans le Kindred Most Wanted, qui est la liste rouge donc de tous les méchants, en gros c'est la liste des recherchés par la Camarilla, avec une pauvre Nosferatu qui n'a rien demandé, qui se retrouve en fait à être porteuse d'une sorte de super peste noire qui peut tuer tous les vampires qu'elle croise. Et donc la pauvre, elle se retrouve, en fait, elle est gentille, mais elle se retrouve porteur sain d'une espèce de maladie qui peut détruire quasiment non seulement la mascarade, mais surtout les vampires en général. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez malin, et on voit déjà que ça aura un peu d'avenir beaucoup plus tard. Paper Chase, donc pas terrible, c'est un scénario qui est fait en 2 parties, mais pas par les mêmes écrivains, et le lien est pas top, très belle illustration encore une fois, donc les joueurs sont contactés par un type qui leur dit « Oh, au fait, venez me voir, j'ai un livre qui est très important, c'est un livre du Node, donc rappelez-vous, le Node, c'est la Bible empirique. D'ailleurs, c'est Sam Chupp qui l'a écrit, le bouquin qu'on peut acheter. Venez me chercher. » Venez le chercher, donc vous arrivez sur place, donc il essaie de négocier, vous vous apercevez que en fait, y a d'autres personnes qui sont intéressées, et que finalement, le livre en soi est complètement bidon, et que c'est des chasseurs de vampires qui vous ont tendu un piège pour essayer de vous tuer. Donc vous dégommez les chasseurs de vampires, et tout semble bien, sauf que en fait, ce qui se passe, c'est que ces chasseurs de vampires sont manipulés par
par Nikolai, donc, qui est un enfant, qui est le primogène Tréméré, qui veut manipuler après les joueurs pour les contrôler et en faire ses pions. Et ouais. Donc rien de sous le soleil, vous défoncez les chasseurs de vampires. Et on arrive donc deuxième partie du scénario, où là vous allez rencontrer Nikolai, qui, alors ça j'aime beaucoup, vous l'avez reconnu, c'est Harry Houdini, très très rigolo, où concrètement, le petit Nikolai va vous dire, bah écoutez, c'est simple les gars maintenant, il y a ce vampire Tréméré qui doit disparaître, il fait partie du sabbat, il s'appelle Erlich, donc c'est Harry Houdini, il est de passage en ville, vous le tuez. Si vous le tuez, je vous donnerai plein de pouvoirs, et si vous le tuez pas, je ferai en sorte que votre non-vie devienne un cauchemar. Donc les joueurs, comme d'habitude, se disent, bon, comment on va faire? Parce que visiblement, avec un primogène au cul, on est mal barré. Et très rapidement, vous pouvez retrouver Harry Houdini qui vit chez son pote, par une suite, vous le retrouvez chez son pote, c'est Trumbull, je crois, qui était le type qui l'hébergeait notamment dans Ashes to Ashes, qui est de passage à Chicago, et donc vous avez le choix durant le scénario, vous avez deux options, c'est-à-dire que soit effectivement vous faites comme Nikolai vous dit, et vous trouvez, traquez et détruisez Harry Houdini, alors j'ai envie de vous dire bonne chance, soit vous vous alliez avec Harry Houdini et vous essayez de vous débrouiller pour pas qu'il se fasse tuer. Ça implique pas mal de choses, donc Harry Houdini, durant sa vie, était obsédé par le spiritisme, et il le continue dans la mort, donc pour lui, enfin c'est rigolo, c'est que Harry Houdini, dans l'histoire de Vampire, est un trémère, qui en a rien à foutre des trémères, qui a réussi à briser les liens du sang, puisque évidemment c'est Harry Houdini, donc tout le monde croit qu'il a été voir le sabbat, et que en gros qu'il est du sabbat, mais pas du tout, en fait il a beaucoup d'humanité, c'est un mec très cool, c'est juste que c'est Harry Houdini, donc c'est un type qui a réussi à perfectionner son art de l'évasion dans la mort, et qui a réussi simplement à trouver un moyen de briser les liens du sang, donc de briser toute connexion qu'il a avec les trémères, et ça, les trémères, ça les rend très très vénères. Donc c'est pas vraiment un anti-tribu, mais c'est un sacré walou, et donc il a pas mal de potes, notamment il est pote avec l'enfant de Nicolas, qui était une ancienne magicienne de son vivant, qui déteste devoir servir les trémères, donc il file un coup de main à tout ce beau monde. Il est pote avec des vieux magiciens, donc des magiciens humains. C'est là où on commence à introduire un peu la société des magiciens, donc qui ne sont pas encore fondamentalement comme dans Mage d'Ascension, mais qui sont plus proches de l'ordre d'Hermès, de Ars Magica, où là en fait on a un petit vieux humain qui est pote avec Harry Houdini et qui a formé un tout petit jeune, et le petit jeune arrive en disant « Ah, et tout, l'heure est venue, c'est moi le maître maintenant !» Donc vous arrivez, vous devez vous battre contre un jeune vampire, contre un jeune magicien, qui peut quand même tirer des boules de feu, on va pas déconner, pour essayer de sauver le vieux magicien et filer un coup de main à Harry Houdini. Harry Houdini se fait poursuivre par des Blood Dolls, donc il y a des vampires qui sont liés à ces trousses, et ça se finit bien évidemment dans le labyrinthe sous le Succubus Club pour essayer que Harry Houdini s'évade et se cache des poupées de sang de toutes les personnes qui sont contrôlées par Nikolai pour le tuer. Et avec beaucoup de chance, vous arrivez donc à protéger le vieux magicien et protéger donc Harry Houdini notamment, donc des Blood Dolls, des Teamsters, donc il y a des syndicalistes, mais parce que oui aussi, Harry Houdini étant très très fort, il a réussi à se mettre à dos les syndicalistes, donc c'est Harry Hines, c'est une sorte de coterie qui est présente à Gary et à Chicago, donc tout le monde de sa peau, et vous êtes les seuls qui peuvent l'aider, mais concrètement je suis pas sûr qu'il ait besoin de votre aide, puisque ça reste Harry Houdini. Il n'a pas les stats de porc, mais il est quand même assez doué pour se casser, et il a 5 en dextérité. Et vous avez un plan du Succubus Club avec tout ce qu'il faut, le labyrinthe dont je parlais, qui est vraiment un piège, la planque d'Elena, le dance floor, le niveau VIP, et le balcon qui est au deuxième étage. Et on a une petite illustration pour le White Wolf Magazine qui continuait seulement pour $22. Donc voilà, c'était le Succubus Club qui était encore une fois une tentative bienvenue, toujours de proposer des scénarios et de rendre vraiment vivant Chicago, en introduisant et en utilisant à chaque fois tous les PNJ qui sont introduits dans Chicago by Night, ce qui est une très bonne idée, on va pas se mentir. C'est vrai qu'il y a toujours ce problème d'en avoir fait trop, je pense, en mettant 5 scénarios qui sont quasiment des amorces ensemble, qui ne sont basés que sur 3-4 scènes à chaque fois, c'est pas très intéressant à jouer, et ça demande beaucoup de travail au maître du jeu, pour rendre tout ça très intéressant, et beaucoup plus... vraiment mettre les joueurs dans le bain. Après, il y a des trucs vraiment indépendamment, il y a des trucs très très rigolos et très bas niveau qu'on va pas du tout trouver. Je trouve que tout le passage avec Harry Houdini est génial, parce que justement c'est Harry Houdini, et c'est l'un des rares moments où l'utilisation d'une vraie personne en tant que vampire marche, puisque tout le monde veut le tuer,
Et ça fait parfaitement sens que Harry Houdini soit un Tremere renégat. Enfin, moi, je trouve que c'est brillant. C'est un peu comme l'usage de Rasputin qui sera fait dans pas mal de versions de Vampire la Mascarade. Il y a d'autres trucs où c'est plus les scènes qui sont rigolotes, mais le scénar en soi ne casse pas trois pattes dans un canard. Mais il faut en profiter puisque c'est l'une des dernières fois où on aura un vrai gros scénar à Chicago et on va devoir dire bientôt au revoir à Chicago, qu'on ne reverra que durant la seconde édition, sur notamment le fameux scénario qui s'appelle Sous une lune de sang, où les loups-garous décident que trop c'est trop et que l'Odin va passer à la casserole. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'année et à très bientôt. Allez, salut!